Donc bonjour, je m'appelle Vincent Leribeuse et donc vous allez assister au tout premier podcast de Vincent Leribeuse Happy. Et donc on reçoit pour notre toute première invitée Oriane Lucas Savouré, qui est une superbe coach. Et je suis très 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 heureux de pouvoir la présenter. Bonjour Oriane, Bonjour Vincent. comment vas-tu? Ça va très bien, je suis tellement contente d'être là avec toi. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Et puis juste, c'est Oriane Savouré-Lucas. Même si on s'est connus, je m'appelais Oriane Lucas maintenant. C'est pour ça que ça change tout le temps. D'accord, excuse-moi. Je t'en Donc voilà. prie. Et donc c'est Madame Savouré Lucas. D'accord. Exactement. Juste pour info, on était ensemble maternelle et primaire. Ouais. C'est génial. Tu n'as pas changé, Vincent. Tu es Toi toujours non plus. aussi lumineux. Tu n'as pas changé non plus. C'est génial. T'as le regard qui pétille. Et c'est marrant, je regardais une photo de toi, ce que je disais tout à l'heure, d'un de mes anniversaires. C'était à Dinger, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Ah ouais, il y avait le poney et tout, tu vois. Oui, oui. Et c'est super sympa. Et tu as ce regard. Tu as ce regard qui regarde vers l'avenir. Et c'est marrant parce que là, aujourd'hui, on est au studio avec Kenyon, au studio VF. OVF, et qui veut dire orientation, orienté vers le futur. Ah, je vais la refaire. On est au studio. Non, 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 on coupe rien, on coupe rien. OVF, orienté vers le futur. Voilà, et on a de la chance d'être enregistré par Kenyon. Si vous ne le connaissez pas, vous tapez Kenyon sur Internet, vous allez voir. C'est un des meilleurs artistes français, j'allais dire d'Europe. Voilà, il est juste extraordinaire. Et là, je suis entouré de gens formidables. Et derrière, vous allez entendre de la musique. C'est notre ami Romain, ok, c'est mon guitariste. Je l'adore et c'est pour ça qu'il est là. Et sinon, il y a son fils, Léo, qui est dans les studios également. Donc voilà, donc c'est autour d'Oriane. Oriane, tu es là parce que tu as un parcours d'exception. C'est ce que je te disais, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai envie que les gens s'inspirent de qui tu es et de ta force de vie. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours, Oriane, s'il te plaît? Oui, écoute, quelle introduction. Peut-être juste, je ne sais pas si j'ai un parcours exceptionnel, en tout cas j'ai un parcours singulier forcément. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de prendre la mesure de la singularité de son parcours en fait. Et de considérer qu'il n'y a rien de faux, il n'y a rien de mauvais, tout est utile et que tout est expérience. Waouh. Moi, mon parcours, donc par où commencer? C'est toujours pareil. Tu veux que je parle surtout de mon parcours professionnel? Tu peux, comme tu veux, tu sais, on est cool. On est à la Ouais, cool, on sait ça très naturel. ok. Tu viens d'où déjà? Ouais, écoute, Voilà. je suis rennaise d'origine, je suis née Yes. à Rennes. Allez, Rennes. Voilà, à Rennes. J'ai 42 ans. Mhm. Et puis, j'ai eu, là où on s'est rencontrés, Mhm. à l'école Léon Grimaud à Rennes, qui Mhm. était une école, qui est toujours d'ailleurs, une école Mhm. Freinet. Et on Mhm. en parlait, c'est quand même quelle chance on a eu d'aller dans une école comme ça, où le projet tournait autour de l'enfant et où on a vécu des années, je trouve, absolument incroyables. Et où, je crois, on était vraiment invités, et nous on n'en était pas conscients, je pense, mais à exprimer notre singularité et à venir avec qui on était. Voilà. Et Mhm. ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard. Mais je mesure vraiment la chance que, alors j'ai parlé en mon nom propre forcément, mais que j'ai eu de vivre ces années-là. Et notamment l'apothéose pour moi, c'était l'année de CM2 où on a quand même eu, je trouve, une année où on a fait plein d'expériences de vie incroyables, tout en étant, on bossait quoi aussi. Mhm. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de musique depuis toute petite, beaucoup de danse aussi. Je suis quelqu'un avec une fibre artistique depuis toujours. Et puis j'ai toujours été aussi une bonne élève. Donc j'ai navigué avec ces deux parts de moi assez longtemps. Voilà, collège, j'ai fait un collège à horaire aménagé en musique. Donc j'ai commencé la musique à 3-4 ans. J'ai commencé la flûte dès que j'ai eu les bras suffisamment longs pour tenir une flûte parce que c'était vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour cet instrument et j'allais régulièrement tester. C'est la flûte traversière, non? Ouais, Ouais, flûte c'est ça, traversière. c'est Ouais, ouais, l'image que j'ai de toi, effectivement. complètement. Et puis la musique m'a amenée sur des territoires et des expériences de vie assez dingues. La musique m'a vraiment ouvert beaucoup d'horizons. Et donc je suis rentrée au conservatoire à l'âge de 7 ans. Et puis j'ai eu ma médaille d'or en flûte au conservatoire de Rennes
mes 18 ans. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait un collège à horaire aménagé, musique. Et puis, la musique était devenue un peu un territoire de travail, de labeur. J'avais un peu Hmm. perdu la joie de la Ouais. musique, alors que moi, au départ, j'ai eu un coup de cœur pour l'hymne à la joie, justement. C'est quand même D'accord. assez symbolique. Et puis petit à petit, finalement, le travail, le côté très intense et exigeant en fait du parcours Hmm. en conservatoire m'a fait perdre un peu le goût, la spontanéité, la joie de la musique. Donc je me suis un petit peu éloignée de la musique. C'était resté quelque chose d'assez voilà, c'était un peu laborieux. Il y avait plus trop de plaisir. Donc, je me souviens quand j'ai eu ma médaille d'or, d'ailleurs, j'étais soulagée plus qu'heureuse d'être allée Mhm. au bout du truc. Et Ouais. puis, j'ai fermé ma boîte de flûte et je l'ai pu toucher pendant presque des années. D'accord. Il y avait un côté, c'est bon, j'y suis Hmm. arrivée et je m'arrête là. Et puis, en parallèle, je continue à être une bonne élève. Donc, mais j'ai toujours vraiment eu à peu près l'absence d'idée de qu'est-ce que je ferais quand je serais plus grande. J'avais D'accord. absolument aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. D'accord. Par contre, j'aimais apprendre. C'est pour ça que tu es resté dans des études généralistes pour te laisser la possibilité, c'est ça? Oui, oui, et en même temps, c'est vrai que très tôt, j'ai aussi fait le choix d'aller vers ce que j'aimais. C'est-à-dire que comme j'étais Mhm. bonne élève, on m'invitait plutôt à faire un bac S, par exemple. Oui, oui. Et en fait, tout comme quand j'étais en troisième, on attendait à ce que j'aille passer un bac musique, parce que c'était un peu le chemin Mhm. qui était tracé. Et j'ai dit non, non, moi je retourne en général, parce que justement, je m'y retrouvais plus trop dans l'ambiance un peu de l'entre-soi, Hmm. voilà, Ouais. où j'avais envie de réouvrir un peu les Hmm. horizons. Et donc, je suis allée en général. Et puis, en seconde, on m'a dit, tu vas faire S, du coup, vu que tu es une bonne élève. Et j'ai dit, non, je vais aller en littéraire parce que c'est ce que j'aime, en fait. D'accord. J'aurais probablement des bonnes notes en S parce que je bossais et que je comprenais plutôt bien ce que je faisais. Mais j'avais envie d'aller vers ce que j'aimais. Par contre, avec absolument aucune idée de ce que je ferais plus tard. J'avais de temps en temps des idées de métier qui m'inspiraient, des choses où je me disais, ça pourrait être cool d'être grand reporter ou Hmm. ambassadeur. Ou, tu vois, j'avais des trucs, mais Ouais. je pouvais passer vraiment de... J'avais vraiment pas vraiment d'horizon, en fait, spécifique, mais j'avais envie d'aller vers ce que j'aimais. Et effectivement, étant bonne élève, j'ai pu faire des classes préparatoires Hmm. littéraires. La Donc, classe. La pour, classe. pour moi, c'était surtout l'opportunité de garder toutes les matières que j'aimais et d'aller les creuser encore plus. Voilà. D'accord. Et D'accord. d'apprendre à structurer, à intégrer des méthodes aussi de Hmm. travail qui m'ont été utiles par la suite, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, moi, comme je te disais, j'étais enseignant, et pour ceux qui nous écoutent, qui sont bons à l'école, bien évidemment, l'école c'est important. Quand on aime ça et qu'on a des capacités, aller vers les grandes écoles. Moi, ça m'étonne toujours que des enfants de province n'aient jamais entendu parler de HEC, de Henri IV, de tu vois, Lacano, de ces grands lycées parisiens. Quand on est très doué à l'école, comme toi tu étais, ou comme ma sœur, ou plein de... on a une élite française, mais il faut savoir la choyer aussi. Mmh. Et je trouve que on n'est pas assez... moi, j'étais pas dans ces élèves-là, je suis devenu bon après, mais on nous dit pas assez qu'on a le droit d'être bon en France. J'ai une question pour toi, parce que pendant que je t'écoute, je me dis, c'est marrant parce qu'on a quelqu'un qui est brillant, parce que tu es brillante, et t'es très cool, et je me dis, tu corresponds pas à l'archétype de la fille qui a fait des grandes écoles, tu vois, t'es très, tu vois, là, on est à la cool dans un studio d'enregistrement, tu vois, il y a du rap, tu vois, c'est cool, et en fait, t'es OP, quoi, tu vois, t'es OP, Ouais, je suis OP. tu vois, you're down for whatever, comme disent les Américains, et du coup, je me dis, est-ce que tu es aussi à l'aise, parce que je sais que tu es à l'aise aussi bien là que dans les grandes entreprises dans lesquelles tu as travaillé, on va en parler après, mais est-ce que ça vient du fait que tu as été dans une école dans la ZUP Sud? Alors clairement, je pense que, et ça fait partie des chances qu'on a eues, Ouais, on super. était tout de suite
très tôt. Les classes dans lesquelles on était. Hmm. Moi, je viens plutôt des classes moyennes, mais effectivement, on est ce qu'on appelle aujourd'hui des quartiers. Ouais. On était dans un quartier. Cette école-là, elle était positionnée volontairement dans un quartier et c'était hyper moderne. Parce qu'on parle de ça, on était dans les années 80 quand même. Et la chance, on avait des potes. Mes potes, c'était Mohamed, c'était Charlotte, c'était, c'était la vraie vie en fait. C'était la société réelle et il n'y avait pas de sujet. Voilà. Il n'y avait pas de sujet. Mais ça, c'est extraordinaire ce que tu dis, parce que tu vois, moi je sais que quand j'ai changé, je te disais, je suis allé après dans un autre collège, dans une autre partie de la ville, un peu plus cossu, et j'arrivais, j'étais le seul noir. Ouais. Il y avait 2 Arabes, et c'était un sujet. C'était devenu un sujet. Et moi, je disais, mais attendez, mais moi, je connais aussi bien des Wilfried, des Oriane, des Simon, que des Abdelkrim. Et je me souviens que à l'époque, nos instituts, ils se seraient jamais... jamais personne allait écorcher un nom. C'était pas compliqué. Alors et nous aussi, on se serait pas permis... c'était naturel. Et oui, c'était même pas conscient. On était des gamins. Mais par contre, c'est là-dedans qu'on a grandi. Et effectivement, je te rejoins. Moi, je sais qu'une de mes forces, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que j'ai un côté tout-terrain. C'est-à-dire, mon mari il dit toujours que je suis un caméléon. Tu peux mettre... D'ailleurs, j'ai travaillé dans des milieux très différents. J'étais officier dans la marine, j'ai été dans des grands groupes, et en fait, c'est ça qui me plaît aussi, et je pense que l'école qu'on a eu la chance de côtoyer très tôt nous a appris à intégrer des codes, d'observer les environnements et de capter les signaux faibles, en fait, et se dire, OK, comment je me positionne là, dans cette dynamique-là. Et en même temps, il y a aussi une limite à être quelqu'un qui est très adaptable. C'est la question de jusqu'où je m'adapte. Jusqu'où je m'adapte pour pas me perdre aussi moi dans ma singularité. Et il y a toujours le risque de la suradaptation quand on sait s'adapter, quand on comprend les attentes des autres. Et c'est quelque chose vraiment à laquelle je suis très sensible, de se dire jusqu'à quel point je m'adapte aux besoins, aux attentes, aux agendas des autres. Et en fait, c'est vraiment ce chemin que moi j'ai fait de me dire mes besoins, mes attentes sont aussi importantes que ceux des autres. D'accord. Et comment est-ce qu'en fait la vie, c'est d'apprendre à trouver le juste déséquilibre entre tout ça, et comment je m'assure de ne pas me perdre, moi, de ne pas m'abandonner en cherchant à trouver comment m'intégrer en fait. Et ça, ça parle de comment est-ce qu'on intègre les différences. Est-ce qu'on nivelle ? Est-ce qu'on rentre dans un moule, ou est-ce qu'on invite chacun à être dans sa singularité ? Et comment est-ce qu'on fait travailler ensemble ? En fait, c'est le principe de l'inclusion, c'est-à-dire on ne va pas chercher à formater tout le monde pour que tout le monde suive le même rail, mais plutôt en fonction de la singularité qui émerge assez vite chez les enfants qu'on voit. Il y a des choses qui émergent dans les personnalités, dans les fonctionnements. Comment est-ce qu'on nourrit ça ? Comment est-ce qu'on encourage chacun à cultiver sa singularité et à oser avoir le courage d'être soi ? C'est le premier regret des personnes en fin de vie, ça. De pas avoir d'avoir vécu la vie qu'on attendait de nous, plutôt que d'avoir eu le courage de vivre la vie qu'on voulait pour soi, en fait. Quand on sait ça, je trouve que ça nous donne un peu le guide de dire ok, je sais m'adapter. C'est important de s'intégrer parce que c'est important de faire société. Mais est-ce que faire société, c'est faire en sorte que tout le monde se ressemble, ou est-ce que faire société, c'est inviter chacun à exprimer sa singularité, à prendre la responsabilité aussi d'exprimer sa singularité, et trouver comment est-ce qu'on peut faire travailler tout le monde ensemble. Donc là, si vous avez bien compris, on est avec Wonder Woman. Franchement, la classe. J'écoutais, je me disais, ouais, qu'est-ce que c'est beau la langue française quand c'est bien maîtrisé. Franchement, c'est hyper agréable. Je savoure. Savourer. C'est génial. Dis-moi, être une femme dans l'armée, c'est quoi ? Et d'ailleurs, comment t'y es rentrée ? Alors, comment j'y suis ? Alors ça, c'est aussi assez cocasse parce que mon parcours fait partie de ce qu'on appelle les fameux parcours atypiques, puisqu'après mes classes prépa, je me suis spécialisée en anglais. Et puis, plus ça allait, plus ça se resserrait un petit peu. Tu peux juste dire qu'est-ce que c'est qu'une classe prépa pour si jamais il y a des jeunes qui sont bons à l'école et qui ne savent pas ce que c'est, juste pour qu'ils puissent y rentrer, comment on fait ? Alors, je ne sais pas si c'est encore comme ça, parce que ça commence à dater, mais en gros, on a son dossier qui est étudié, on postule dans des lycées qui ont des classes préparatoires
qui sont proposées, soit alors il y a en littérature, enfin littéraire, scientifique, économique, etc. Et puis on garde toutes ces matières en fait, mais on va vraiment aller creuser et en classe préparatoire, on prépare des concours en fait pour intégrer des grandes écoles. Et moi, j'ai raté mes concours pour rentrer en première année dans les écoles. Alors, en littéraire, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup de places. Tu peux dire les noms quand même pour que les gens ils sachent. Ah oui, C'est important. alors moi, comme j'étais angliciste, c'était l'école normale supérieure de Cachan, il y avait l'école normale supérieure de... alors ça a changé depuis, je crois que c'est à Lyon maintenant, mais il y avait Ulm, il y a la rue d'Ulm pour... Enfin, il y a pas mal d'écoles, puis il y en a beaucoup plus dans le domaine scientifique, et puis le domaine des sciences éco aussi. Mais en tout cas, c'est des univers où on travaille beaucoup, énormément, D'accord. et il faut être prêt à ça. Et en même temps, c'est extrêmement formateur et apprenant. Voilà. Et tu dirais que vous êtes recruté parce que vous avez déjà une maturité, c'est quoi? C'est une maturité émotionnelle, maturité intellectuelle, maturité scolaire simple, basique, ou alors vous êtes déjà prêt pour le monde du travail, et parce que la capacité de travail, tu vois, moi aujourd'hui je peux travailler 10 heures, 19 heures sur une journée, il n'y a pas de problème. À l'époque, je ne pouvais pas le faire. Et j'aurais même pas pensé, en fait. Ouais. Et c'est quoi, là? Qu'est-ce qui Alors, fait que vous êtes choisi? En tout cas, à mon époque, encore une fois, je ne sais pas si Ouais. c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était que sur dossier et donc donc c'était les notes. Et je pense que c'était aussi les appréciations des professeurs, parce qu'il n'y avait pas d'entretien, tu vois, on n'était pas convoqués D'accord. pour passer un entretien. D'accord. Et je me souviens que dans ma classe, en terminale, on était 2 à avoir postulé sur les conseils de nos professeurs. Et tu le disais, c'est important. Moi, c'est beaucoup les rencontres qui ont changé mon parcours et il y a des gens qui ont voilà, un petit peu des bonnes fées, tu sais, qui se retrouvent sur notre chemin et qui disent et je me souviens notamment d'un prof d'histoire que j'avais croisé dans un couloir en changeant de classe, qui me dit mais toi, tu t'inscris, tu essayes de rentrer en classe prépa l'année prochaine. Et là, j'avais découvert le mot classe prépa. Je savais pas ce que c'était, moi. Ah ouais. Et tout a changé grâce à lui. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est génial. Donc, il y a toujours un prof qui change la vie de quelqu'un. Ouais, et tu vois, dans un couloir entre deux cours. Donc, comme quoi, c'était assez chouette. Et donc, l'autre élève avec qui j'étais, elle avait postulé aussi et elle n'a pas été prise. Alors que je pense qu'on avait à peu près les mêmes notes. Ouais. Et je me demande même si elle n'avait pas un peu des meilleures notes que les miennes, tu vois. D'accord. Donc, est-ce que probablement que dans les appréciations, il y avait aussi la notion peut-être de potentiel, et puis d'état d'esprit ou de capacité à absorber aussi un peu l'onde de choc, parce qu'effectivement, c'est énormément de travail et c'est un environnement assez compétitif aussi. Donc, il y a tout ça qu'on découvre. Mais oui, il faut être bosseur. Faut être bosseur quand même. Donc, D'accord. Voilà. Ça t'a aidé pour la suite, ça? Énormément. D'accord. Ah bah oui, je me souviendrai toujours que quand je suis arrivée voilà, les premiers jours en classe prépa, ou les premières notes qui tombent, on est tous des très bons élèves. Ouais. Les premières notes, tu te prends des 5, des notes que tu n'as jamais considérées avant, tu vois, comme le truc, mais c'est-à-dire, je me souviens, ceux qui faisaient du latin, ils avaient des moins 30, des moins 40, enfin, tu te dis, mais on est où, là? C'est quoi ce truc? Et donc, ça m'a permis de prendre énormément de recul sur les notes. C'était un truc quand même assez dingue. Et effectivement, les premières notes, je me disais, mais c'est quoi? Je me souviens, un 8 en philo en hippocagne. Je me dis, voilà, super, j'avais eu 15 ou 16 au bac, tu vois, j'étais là, bon. Et il nous avait dit, alors là, c'est pas dur, vous êtes tous entre bons élèves, maintenant vous oubliez tout ce que vous avez appris, on repart aux fondamentaux, quoi. Et là, tu te dis, ok, humilité, tu sais, retour aux bases. Mais c'est hyper intéressant, à condition que ce soit bien amené et que ce soit pas aussi fait... tu vois, moi, j'étais contente d'être dans une prépa de province, tu vois. Je sais pas si j'aurais supporté le rythme Henri IV, Louis le Grand, qui sont des grandes... l'élite française. L'élite de la nation, comme on dit. Tout à fait. Et voilà, je sais pas si j'aurais... c'était pas mon monde, quoi. Et là, j'ai bien aimé, parce qu'on travaillait beaucoup, on avait d'excellents professeurs. Mais je me suis découverte aussi dans ma capacité de... Je savais que j'étais bosseuse, mais... Tu vois, je me souviens, fin d'Hippocane, j'ai dû finir à 15-16 en philo, puis en Cagne, je suis redescendue à 5. Tu vois, donc ça t'amène aussi vachement d'humilité de dire, en fait, on n'est jamais arrivé, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment intégré. Moi, c'est quelque chose, quand j'ai l'impression que je suis arrivée quelque part, c'est-à-dire quand j'ai tort, en fait. Je me tu dis, quand même, c'est pas mal, là. Et ben, en fait, alors, c'est savoir apprécier le chemin, parce que ça aussi, moi, je sais pas toujours le faire. J'ai vraiment appris ça. Donc, savoir aussi pas dénigrer
tout le chemin qu'on a fait et pas juste être focus sur c'est quoi le chemin qui reste à parcourir et c'est jamais assez bien et ça va pas. Mais donc prendre le temps d'apprécier, mais aussi considérer qu'on n'est jamais arrivé et que l'enjeu c'est la progression et comment je peux avancer, quoi. Voilà, ça D'accord. Ça a été vraiment une belle leçon. Et puis après, je me suis spécialisée en anglais. Et puis plus ça allait, plus j'étais partie presque. J'avais mon DEA, je suis partie un an à l'étranger pour l'année de ma maîtrise au Royaume-Uni. Et puis plus ça allait, après j'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan en 3e année sur dossier. Du coup, parce que moi je suis globalement assez mauvaise en concours. Je sous-performe beaucoup quand il faut être... c'est la pression, c'est quoi? Ouais, la compétition. C'est la compétition. La compète, je suis pas très fan. Et puis, je me souviens qu'en étant bonne élève, par exemple, pour moi, je trouvais ça ridicule de nous faire passer le bac, par exemple. Je me disais, mais c'est pas juste en fait, parce que si je me plante ce jour-là, je comprends. tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal avec le côté one shot en fait. Ouais, je comprends. Ouais, c'est très intéressant. Je suis une personne hautement sensible, et en tant que personne hautement sensible, c'est ces moments où tu sens qu'il y a beaucoup d'enjeux, je vais sous-performer. Alors, globalement, ça veut dire que je performe plutôt bien quand même ce jour-là, mais je suis en deçà de ce que j'aurais pu fournir, tu vois, et que j'ai pu réussir à faire en préparation, etc., etc. Donc, j'ai appris à me connaître aussi sous cet angle-là. D'accord. Et donc, moi, je rentrais plutôt bien dès que c'était sur dossier, en fait. Par contre, tu vois, sur du one-shot, sur un concours, un truc, là, je pouvais perdre mes moyens... Ça se voyait pas forcément, mais moi je voyais bien que c'était pas aussi précis que ce que ça aurait pu être. Donc ça a été aussi apprenant. D'où l'importance du travail de fond. Qui fait que même si on est émotif, vous aurez quand même des bases. Pour, et puis il y a plein de chemins pour arriver là où on a envie d'arriver. C'est ça aussi, tu vois. Je ne sais pas s'il faut absolument aller dans les grandes écoles, s'il faut absolument... Enfin, il y a plein de chemins possibles. Moi, je suis très confiante aussi sur le fait que... Enfin, notre responsabilité, c'est de choisir un cap et puis de rester curieux aussi aux opportunités tu vois, qui émergent, aux rencontres. Moi, c'est beaucoup des rencontres qui m'ont parlé de telle ou telle option. Tu vois, je crois vraiment à ça, qu'il y a des moments de carrefour et puis il y a toujours, si tu es attentif aux phrases, aux suggestions qu'on te fait, aux noms qu'on te lance comme ça, tu devrais peut-être regarder ce que fait telle personne ou est-ce que tu as pensé à ci ou ça, d'avoir la curiosité de pousser un peu la porte. Et moi, ça a été assez déterminant sur plein d'aspects, vraiment. Et donc là, je me retrouvais à Normal Cachan, donc je préparais la grecque d'anglais. J'étais à Normal et puis on avait des cours à la Sorbonne, donc j'étais vraiment dans des... C'était parti pour faire une thèse, enfin c'était parti quoi, j'étais sur des rails. Ta question s'est posée que tu deviennes justement professeur agrégé. C'était le chemin, ouais. Mais moi c'était plus ça allait, plus j'étais là, je suis pas bien sûre là par contre les gars, Alors puis en plus du coup, il y avait à nouveau ce côté entre-soi, moi, qui venait à nouveau me chatouiller. Je suis pas très à l'aise. D'accord. Et là, j'étais effectivement dans des hautes sphères très intellectuelles. Et je me disais, non mais les gars, je sais pas. J'avais un côté, il me manque le terrain. J'ai envie de concret, j'ai envie de terrain, quoi. Donc entre mes écrits et mes oraux de l'agrégation, un après-midi de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai l'agrég et je me dis, je vais sur Internet, je tape offre d'emploi anglais. Parce que je ne savais pas ce que je pouvais faire, moi, avec des études d'anglais. Enfin, en France, tu fais quoi avec des études d'anglais, à part prof d'anglais? Et donc là, je tombe sur des offres d'emploi pour la Marine nationale qui cherche des officiers instructeurs en anglais et puis en français aussi. Je me dis, mais oui. Génial. Mais carrément. Alors, tu vois, comme quoi, 3 mots-clés dans mon ami Google. G.I. Jane. C'est ça, exactement. Et là, je me dis, mais moi qui ai envie de terrain, qui ai envie de concret, qui ai envie... Et puis, quand j'avais 10 ans, je m'étais dit, un jour, je ferais du parachutisme. Et je me dis, mais il y a plein de... Alors là, tout à coup, tout s'active, tu sais. Et donc, je vois, il y avait 2 postes. Un à Brest, donc l'école navale à Brest, il y avait un poste. Et il y en avait un autre chez les fusiliers marins commando, donc à Lorient. Je postule aux 2. Je suis retenue numéro 1 sur les 2 postes. Et on m'appelle, donc j'avais toujours pas les résultats de la grègue, mais on me dit, voilà, vous êtes numéro 1 sur les 2 postes, qu'est-ce que vous choisissez, quoi. Génial. Et moi, mon critère de choix, c'était où est-ce que je peux faire du parachutisme. Bon, déjà, j'avoue que Lorient, c'était plus près de Rennes, parce que j'étais à l'époque avec déjà des bases à Rennes. Et donc, mon choix s'est porté sur... Voilà. Et donc, je me suis retrouvée effectivement à 23 ans, officier aspirant, projeté chez les fusiliers marins commando.
effectivement, on n'était pas très nombreuses en termes de personnel féminin. Hein. Et puis moi, j'arrive, petite pépette de 23 ans, tu vois bien. Et donc, effectivement, j'étais la seule femme officier de l'école, d'ailleurs. Il y avait d'autres D'accord. femmes officiers Incroyable. sur la base. Mais j'étais la seule femme officier de l'école. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes, forcément. Enfin, l'armée se féminise, mais Ouais. voilà, on est... Et donc, ça a été un choc culturel et en même temps 2 années extraordinairement formatrices qui m'ont permis Ouais. de m'éprouver aussi, moi, dans un environnement, à nouveau un environnement que je ne connaissais pas, Ouais. dont j'ai appris les codes. Et j'étais à la fois dans ce... Je ne voulais pas être officier de carrière, moi, ce n'était pas du tout mon envie. Ouais. Mais j'avais envie de découvrir un autre monde. Moi, personne dans ma famille n'est dans l'armée. Hein. C'est pas du tout un truc. Ouais. D'ailleurs, dans ma famille, c'est ah bon, t'es sûr? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas le projet de rester là, mais je me suis dit, mais ça va être génial. Enfin, j'ai vécu dans un film pendant 2 ans globalement. Oh là Enfin, tu là. vois. Et je me suis spécialisée dans des domaines, dont j'avais même pas notion avant d'arriver là, tu vois. Et donc Comme quoi, vas-y, fais-nous rêver. moi, comme je travaillais avec les commandos, donc moi je formais en anglais général, mais aussi en anglais de spécialité. Donc forcément, il a fallu que je m'intéresse aux spécialités des commandos marines. D'accord. Donc les nageurs de combat, le renseignement, les tireurs d'élite, enfin tout ça. Donc en contre-terrorisme et libération d'otages notamment, pour ok. pouvoir, Génial. voilà. Donc ça, Génial. ça a été des années très formatrices pour aussi continuer de découvrir des environnements et tu vois, enfin, quand c'était à la fois être capable de manger ta ration par terre au milieu de pendant 3 jours où t'es crade, tu ressembles à rien, et puis d'être aussi comme j'étais là-bas sur la base de l'anglais quand même, j'étais officier de liaison, donc Ouais. je travaillais régulièrement pour l'amiral, etc. J'étais officier, donc D'accord. je recevais des délégations étrangères. Donc là, du coup, tu Ouais. t'enlèves ton treillis Rangers et tu repasses ta tenue officielle, tu vois, tailleur bleu, etc. D'accord. Et donc, moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est cette variété-là et d'aller au contact de mondes qui ont tous leur code. Et ça, c'est important. Par contre, je pense qu'il y a bien un message à passer. Chaque monde a ses codes. Ouais. Très Et intéressant. avant de pouvoir les bousculer, il faut les connaître, les codes. Très, très intéressant ce Ouais. que tu dis. Ouais, c'est très, très intéressant. Vous avez entendu là. Hein. Avant de bousculer, Ouais. connaissez votre sujet. Ouais. Ouais, c'est important. C'est vachement important et je sais pas si c'est tant le sujet, mais c'est vraiment comprendre à quel point on est... Ça parle encore de comment on fait société, comment est-ce qu'on intègre un groupe. Et ça pose la question à nouveau de jusqu'à quel point j'ai envie de m'intégrer et comment est-ce que j'amène de moi malgré tout. Donc comment est-ce que c'est toujours cette danse en fait, cet aller-retour entre qui je suis et où je vais, où je suis, comment ça fonctionne ici et à quel moment c'est ok pour moi de fonctionner selon ces codes-là et à quel moment c'est plus juste. Est-ce que j'ai la main ou pas pour faire évoluer les codes en présence? Ou est-ce que non, le moment du coup est venu pour moi d'aller ailleurs et d'aller peut-être même créer mes propres codes? Et on le voit aujourd'hui dans le développement de l'entrepreneuriat, par exemple, ce qui anime beaucoup, alors pas souvent de la liberté, etc. Je pense que faut bien se souvenir que c'est une pièce avec 2 faces. Quand il y a de la liberté, il y a de la responsabilité aussi, forcément. Mais c'est vraiment de se dire, si je me mets à mon compte, par exemple, en fait, c'est moi qui crée mes propres règles du jeu. Et éventuellement, si je recrute, je vais expliquer mes règles du jeu aux personnes que je vais recruter. Mais c'est important de comprendre que, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on est dans une interaction, qu'on crée un groupe, que ce soit un groupe de musique, une entreprise, une nation, il y a un contrat relationnel, il y a des codes, il y a quelque chose aux fondations, en fait, qui est souvent implicite. Et notre travail, c'est d'aller le rendre le plus explicite possible, au moins pour soi, et de se dire, ok, je me positionne comment là-dedans? Est-ce que ça me convient? Si ça me convient, top. Au moins sur un ratio 80-20, on va dire, ça me convient au moins 80%. Si ça me convient plutôt moins que oui, eh bien, jusqu'à quel point je suis ok de rester dans ces conditions? Est-ce que je peux bouger les lignes ou pas? Et si je peux pas bouger les lignes, il y a un moment donné, c'est aussi pas s'abîmer, tu vois, dans se dire, il y a un moment donné, si tu es un poisson, tu peux pas monter un arbre. Voilà, il faut que tu trouves ton océan ou ta petite mare ou ton aquarium, mais c'est pas toi